Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous présenter alors les résultats d'une préliminaire parce que on n'a pas encore avancé avec l'articulation de tous les variables que compte pour prendre en compte des résultats plus définitifs. Mais les résultats d'une étude que nous avons eu le privilège de développer avec des collègues à l'étranger. Donc c'est une étude transculturelle coordonnée par l'Université de Maryland et nous avons eu le privilège d'être invités pour participer, pour étudier la population française. C'est une étude que j'ai faite avec mes étudiantes master l'année dernière et c'est pour ça qu'elles sont notées ici. Et demain matin, elles vont présenter de communication aussi avec des études plus détaillées qui concernent leurs travaux à elles. Mais ça fait partie de cette étude générale. Ça change. Sinon, je fais ici, c'est pas grave. Mais là, oui, c'est ça. C'est bon, merci. Donc, je vais, juste pour vous guider un peu, je vais faire une introduction rapide parce que certaines choses se répètent par rapport aux présentations précédentes. Pour d'abord faire un lien encore dans la littérature entre la COVID-19 et les données de santé mentale et me cibler plus précisément dans la dernière partie avec des questions de l'impact de la COVID et du confinement sur l'adulte, ensuite sur l'enfant. Et enchaîner avec la présentation des résultats de notre étude et des résultats de notre étude par rapport à l'attachement et la régulation émotionnelle. Comme vous savez, on a déjà vu, le coronavirus a été détecté à cette période, passant très rapidement d'une problématique ciblée dans un local pour devenir une pandémie mondiale en quelque peu de mois. Et je le remarque ici juste par rapport à la question de la réaction émotionnelle au stress, des réactions aiguës. Je pense que dans une première période, on était tous un peu sur le choc, sans savoir la gravité de la situation, mais aussi pas connaître la maladie, etc. Donc je pense qu'on doit distinguer une période d'impact initial. On s'est tous fermés, des réactions plus de autoprotection plus aiguës, avec un peu de sidération et de confusion, je pense même pour les responsables, techniciens médicaux, mais aussi politiciens qui nous donnaient des informations contradictoires. C'est dangereux de porter les masques. Après, c'est devenu essentiel. Donc, toutes les contradictions de ce type-là sont des réactions face à l'inconnu, je pense. Et l'inconnu, c'est toujours activateur du système d'attachement et c'est pertinent pour notre réflexion. Je distinguerai cette phase initiale de ce qui s'est suivi parce que je pense qu'après, nous sommes entrés dans une période de stress modéré type chronique à long terme, ce qui permet effectivement de distinguer des stratégies de réaction à la crise aiguë, des stratégies aussi possibles d'adaptation à la stress chronique. Et ça, sûrement, certains de ces résultats que je vais vous montrer aujourd'hui nous parlent plutôt de cet aspect de l'adaptation à la chronicité de ce type de stress. Nous avons dû faire face à 2 périodes de confinement, en total qui a duré 55 jours entre le 17 mars et le 11 mai, et un deuxième confinement à partir du 30 octobre de 2020 aussi, dans une durée totale de 46 jours, mais c'était pas un confinement total, vous vous rappelez, les enfants allaient à l'école, etc. Donc c'était pas exactement la même chose, mais je le remarque ici aussi parce que nous avons fait cette étude, elle est longitudinale, et je vais vous donner des données à ces périodes précises, et c'est pour ça que je contextualise comme ça. L'impact de cet isolement au domicile a été de différentes natures. D'abord, très marqué, très grave, la fermeture des établissements d'enseignement, l'isolement à domicile, suppression, comme on a déjà dit, des rencontres sociales et physiques. Alors, je distinguerai ici, à cause des médias, justement, c'est pas complètement isolé socialement. On a beaucoup plus investi ces types
de méthodes pour être en contact social. Par contre, le contact physique et proximal, social proximal, ça, on a connu quelque chose comme on n'avait jamais connu. Tout ce qui est suppression d'activités de plaisir et de détente, d'activités physiques, culturelles, etc. Et je souligne encore cette question de l'incertitude par rapport à l'avenir, qui, selon les classes sociales aussi, ça se distingue aussi parce que moi je voyais avec les collègues de l'école, ma fille disait c'est cool, on se promène le matin, on croise les gens sont plus sympas, on se dit bonjour, etc. Et je lui ai dit oui, mais les familles qui sont fermées à 5 dans une chambre, qui ne peuvent aller pas travailler, que n'ont pas de quoi manger à la fin du mois éventuellement, ou d'ici à quelques mois, elles sont pas si détendues que nous quand même, parce que ça fait très très différence l'impact de l'épidémie aussi et du confinement selon les facteurs de risque autres contextuels que nous pouvions avoir. Du point de vue somatique, je ne vais pas trop détailler mon sourd, c'est connu maintenant. Le risque pour de graves atteintes respiratoires, le risque de mort, et ça c'est pertinent du point de vue de l'attachement aussi, et de la perte, mais la peur de la mort, du danger réel physique, même au point de pouvoir décéder de cette maladie. La peur du contact avec les autres, parce qu'il s'agissait d'une maladie contagieuse, et à nouveau avec le risque mortel. Et pour nous c'est plus clair maintenant actuellement, mais parfois même pas toujours, mais rappelez-vous qu'au départ c'était très inconnu, les écrits médicaux aussi sur le sujet étaient peu à l'époque, et les traitements, on a rapidement parlé beaucoup de vaccination, mais c'est sûr que du côté comment traiter cette maladie, c'était vraiment, vous connaissez mieux que moi probablement, mais les médecins cherchaient effectivement à trouver la formule pour sauver des gens sans avoir des moyens. Ça s'est un peu amélioré, et quand même le traitement actuel n'est pas très clair toujours encore. Les complications la plus grave, c'était le syndrome aigu de détresse respiratoire, du point de vue en soi-même, mais après le risque d'handicap fonctionnel postérieur. Et aussi, on parle de la Covid longue, de la détérioration de la qualité de vie pour la suite. Donc, il avait tout ça captivé nos systèmes d'attachement quand même. Voilà. À la fin d'une certaine période assez courte, c'était assez clair que le risque de contracter le virus entraînait un risque important de physique, mais aussi psychique, parce qu'on s'est même intéressé aux effets dépressifs de la Covid longue, notamment. Et c'est encore une étude, effectivement, pourquoi ça a cet impact, mais apparemment c'est confirmé. Du point de vue psychologique, évidemment, très concrètement, ça a obligé un réaménagement du style de vie des parents, avec une augmentation des responsabilités parentales, télétravail plus enseignement des enfants à la maison, ce qui les a obligés à secondariser ses besoins individuels, tout en voyant diminuer le soutien émotionnel et social qu'ils avaient l'habitude, comme le soutien des grands-parents, des nounous, des femmes de ménage par exemple, des amis. Donc, articuler le télétravail, pour certains le chômage partiel, l'insécurité au travail et le risque réel de noce du chômage, qui était très lié pour certaines personnes à une augmentation de l'insécurité financière. Apparemment, ça a touché 20% de la population française en 2021, je n'ai pas des données plus récentes. Tout ça dans un contexte de vie, tout ça a rendu l'environnement de vie effectivement des parents plus stressant, avec des répercussions sur leur santé mentale. Du point de vue justement de la santé mentale plus en détail, nous savons que certaines études comme le Coviprev, c'est un peu au démarrage, au début de la pandémie, ce que je vous présente. Rapidement identifier cette dégradation sur la santé mentale, avec l'augmentation de la symptomatologie dépressive et anxieuse dans la population générale, de plus de 12 points, c'est beaucoup, il faut penser à la notion d'échelle.
avec une prévalence de l'anxiété de 26%, 27% dans la population générale, surtout touchant les personnes en situation de précarité et les femmes, comme c'est connu. Dans d'autres pays aussi, on a retrouvé des indicateurs équivalents avec une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Ce qui, comme nous connaissons, a toujours des répercussions sur les pratiques parentales, qui deviennent de moins bonne qualité due à la pression des éléments stressants du contexte. Ne pouvant pas s'appuyer non plus sur l'aide de la famille, comme je disais tout à l'heure. Ses parents ont vu nettement le soutien social diminuer et donc affecter le bien-être, leur propre bien-être et en conséquence celui de ses enfants, parce qu'on sait que le soutien social aide les parents effectivement à réduire le stress, favorise la santé mentale et physique des parents, augmente aussi la satisfaction parentale et facilite, contribue pour que la qualité plus de caring dans le style parental soit possible. Il y a des études qui montrent aussi l'importance de ce soutien social sur le développement social et cognitif des enfants, et d'autres qui montrent dans le sens inverse que le manque de soutien social, donc des études avec des parents isolés, montrent une corrélation avec l'anxiété, moins bonne gestion du stress, une posture plus restrictive, dure, contrôlante dans l'interaction avec l'enfant, développant étant associé à des pratiques parentales inadéquates, voire maltraitantes. Donc, on pense que cette étude Smith montre bien le lien entre le contexte pandémique de la Covid avec l'augmentation de ces pratiques parentales restrictives, contrôlantes, voire de la maltraitance dans certains types de cas, et comme c'est connu aussi, avec une augmentation aussi du temps consacré aux écrans, y compris les réseaux sociaux. Et ça, on peut voir qu'il a les réseaux sociaux, ils ont des avantages, ils ont eu des avantages du point de vue de maintien du contact social. Ils sont assez démocratiques, disons comme ça, puisqu'ils sont accessibles à la plupart des personnes. Ça dépend, mais ça dépend aussi, mais pour les sujets, par exemple, plus âgés, non. Même si certains s'y sont mis, aidés par ses propres enfants, etc., beaucoup n'ont pas gardé l'accès quand même cet outil de contact. On avait vu des situations d'isolement très très graves chez les sujets âgés. Donc, cette augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux a eu certains avantages, mais en même temps, on a vu qu'elle, particulièrement dans cette situation d'épidémie, qu'elle pouvait augmenter l'anxiété, le stress et les sentiments dépressifs et de solitude, parce qu'elle ne donne pas effectivement une réponse sociale comme on a l'habitude et l'être humain il a besoin. Ça comble une partie du besoin, mais ça ne répond pas à nos besoins les plus de base qu'on connaît dans la nature de l'être humain, que le contact proximal et physique peut permettre. Plus précisément, alors mon troisième point, l'impact de la Covid sur le confinement et du confinement sur l'adulte d'abord. Certaines études nous ont montré une augmentation importante de la nuit, du taux de suicide, comme on disait tout à l'heure, symptômes psychotiques, du trouble de sommeil, dépressifs, des conduites alimentaires et conduites addictives, même chez les médecins, comme on avait vu tout à l'heure. Et là, on a identifié effectivement ce phénomène un peu de la omniprésence du virus dans les médias. A pu être associé à ce qu'on a appelé un trouble anxieux lié aux médias, parce que ça fait que certaines personnes consultaient en permanence
ces médias qui, en plus, au-delà de nous inonder de ce type d'informations, nous donner des données très contradictoires et des consignes très contradictoires. Et ça, c'est le hyper contact avec un contenu effrayant quand même, et en plus contradictoire, ce qui fait que, du point de vue de l'attachement, tout ça a des répercussions d'activation du système d'attachement. D'autres études dans d'autres parts du monde, d'autres pays du monde confirment aussi aux États-Unis cette augmentation du trouble anxieux dépressif et des idées suicidaires, 3-4 fois plus élevée que des études de l'année précédente. Au Canada, 55% des soignants, par exemple, souffraient d'anxiété et 42% de dépression. En Italie et en Chine, 40% de la population ressentait une détresse psychologique. Et en France, une très forte augmentation des consommations d'anxiolytiques et d'hypnotiques antidépresseurs a été confirmée par cette étude de Weil. Facteurs que ces études nous ont montré que pouvaient aggraver l'anxiété. Le fait d'être femme, comme on disait tout à l'heure, avoir un enfant de moins de 16 ans, moins autonome donc dans la gestion de la scolarité notamment, avoir des mauvaises conditions de vie, peu de connaissances du mode de transmission du virus, non-fiabilité des informations, réduction du contact social, peur de la contamination et la perte de l'emploi. Facteurs de protection, aussi très important toujours pour comprendre comment un phénomène se comporte. La communication avec des proches, la lecture et des activités de divertissement, donc tout ce qui pouvait être nourrissant aussi et qui apaise le système d'attachement. Et avoir un animal de compagnie a été identifié comme étant un facteur de protection aussi, surtout pour les personnes les plus isolées. La détresse psychologique serait aggravée par des tempéraments du type anxieux, et c'est pas attachement, c'est tempérament de type anxieux, dépressif ou cyclotimique, aggravé par la peur de contamination d'un proche et de soi-même, donc peur d'être contaminé, mais aussi de contaminer un proche. Et n'oublions pas ce qu'on a fait aux enfants au départ, en leur disant qu'ils étaient très dangereux pour les grands-parents, les petits. On les a mis pendant des mois cette charge. Et après à la fin, non, finalement c'est pas très grave. Et maintenant en janvier, ils sont très dangereux à nouveau. Donc tout ça pour l'impact sur les enfants petits, je pense que ça a une charge qu'on doit considérer. Facteur d'aggravation aussi, l'isolement social, difficulté parfois à accéder à certains produits de première nécessité pour certains types de populations, crainte de l'impact économique et à chaque fois qu'on consulte les médias, la peur qu'ils peuvent nous apporter de nouveau et de plus grave. Pardon. Je répète cette notion d'incertitude concernant l'avenir, parce que on sait toujours que l'incertitude, et ça reste encore pour certaines personnes, on commence à sortir de l'épidémie, mais on commence, là c'est un peu déguisé avec la guerre, mais pour beaucoup de familles, cette notion de perspective d'avenir a été très affectée et n'est pas régulée encore. On sait qu'effectivement, l'incertitude est un prédicteur d'anxiété généralisée et plus précisément d'anxiété liée à la santé et est associée à la dépression dans ce temps, a été associée à la dépression dans ce temps de pandémie. Impact sur l'enfant. Les enfants ont vu leur routine gravement bouleversée avec l'arrêt des écoles, des sorties, des loisirs, des activités. Draper décrit ce qu'on retrouve dans la littérature, cette notion que c'est un virus à deux têtes, dans l'idée que le confinement a eu des multiples aspects négatifs, mais il a aussi donné du temps
aux parents de réinvestir le jeu et le temps d'exploration avec son enfant. Je souligne, je pense que c'est vrai en fonction aussi des facteurs de stress contextuels. C'est vrai pour une population normative, classe moyenne, etc. Moi, mes patients, ils ont beaucoup progressé parce qu'effectivement, les parents leur donner du temps qu'ils n'ont pas donné avant, nettement. Et ça, c'était très positif. Mais ces classes moyennes hautes, c'est prévisible. Si on s'intéresse à des classes à risque socio-économique, je ne suis pas... Le cumul de facteurs de risque et de stress chez les parents, je suis sûre qu'il a eu l'effet inverse. Des questions ont été identifiées en lien avec les parents séparés. Du point de vue de type de garde, les transitions, on reste chez qui pendant le confinement, on fait les transitions ou pas, etc. Et là même, ça a même mené, notamment au Canada, des changements par rapport aux droits de la famille parce que ça a un impact à ce niveau-là qui était important. Tristement, on a vu augmenter mondialement le cas de violence intrafamiliale dans des différents types de pays, comme je vous avais mis ici, des études aux États-Unis, Argentine, France, Chypre, Singapour, donc être très variable, et ça c'est assez transversal. Dans la ville d'Hubei, en Chine, on étude qui nous montre un triplement des signalements par violence intrafamiliale, c'est énorme. En France aussi, Margin nous parle des signalements par violence conjugale qui auraient augmenté de 30%. Et les appels au 119 pour des enfants violentés ont augmenté de 20%, 60% d'elles dans des situations d'urgence. C'est immense. Évidemment que, comme on avait vu ce matin aussi, c'était chez les médecins, mais c'était plus général, l'augmentation de la consommation et vente d'alcool. Et il ne faut pas oublier le lien avec la violence domestique, qu'on dira plus d'alcoolisation des parents. Évidemment que ça nous intéresse l'articulation entre les facteurs de risque et de protection des familles. Dans Ellis et collègues, ils ont identifié des facteurs de risque individuels pour les enfants qui ont vécu des événements de séparation, de perte d'une figure d'attachement préalable, sont plus vulnérables, se montraient plus vulnérables. Attachement sécure, par opposition à l'attachement sécure comme un facteur de protection, un tempérament inhibé et une régulation émotionnelle faible, difficile. Du point de vue de facteurs de risque plus larges, donc familiaux, avoir un parent malade et une mère qui a été victime, a eu des niveaux de stress plus élevés pendant la grossesse, ce sont des facteurs associés comme facteurs de risque plus élevés pour l'impact chez l'enfant. Et évidemment, des qualités d'interaction parent-enfant déjà à la base plus dysfonctionnelles présentaient des facteurs de risque dans cette situation. Et aussi le style parental hyper protecteur. On sait que ce sont les mères qui transmettent de plus souvent l'anxiété à ses enfants. Dans son histoire de carence affective, souvent, quand il y a la reproduction du comportement parental, elles ont des difficultés de régulation émotionnelle et n'apprennent pas ces capacités de régulation émotionnelle chez l'enfant, augmentant la probabilité de développement des troubles anxieux chez l'enfant. Et aussi que les parents ayant un attachement insécure sont fréquemment envahis par ce type d'anxiété et donc évaluent mal, jugent mal, font une mauvaise lecture des besoins d'attachement de l'enfant, ce qui va générer de l'anxiété chez eux parce qu'ils n'obtiennent pas la réponse parentale ou alors de façon prévisible et régulière et ça affecte, c'est lié à l'attachement sécure des parents est lié à l'anxiété chez les parents, des enfants par des raisons dans cette ligne, comme vous connaissez. Du point de vue de la qualité de l'attachement et de l'anxiété, je vais passer ces diapos, je fais le lien de base parce que c'est juste une argumentation théorique.
Pour la régulation émotionnelle aussi, ça c'est connu. Et c'est moins spécifique pour la pandémie. Pour vous présenter alors l'étude que nous avons réalisée. C'est une étude internationale, longitudinale, menée sur 6 mois. On a commencé à fin juin, début juillet à Théan, et on les a évalués une fois par mois, en ligne, donc avec un questionnaire en ligne et avec des auto-questionnaires. Donc, pour rappel, Théan, c'est très peu après la fin du confinement, un mois après, parce qu'on a dû adapter tous les outils pour la langue française qu'on n'avait pas. À T2, c'est l'ouverture plus des mesures et les vacances, et les gens étaient beaucoup plus détendus et c'était pseudo-normal. Il y a à T5, au mois de novembre, c'était en plein deuxième confinement. D'accord. Et donc nous avons l'objectif d'évaluer plusieurs plein de variables. Ce que je vous amène aujourd'hui, c'est quelques données sur l'anxiété parentale, la dépression parentale, le stress parental aussi. Après, l'anxiété de l'enfant et la régulation émotionnelle de l'enfant, et aussi la qualité de l'attachement de l'enfant. Tout ça selon les styles d'attachement des adultes. Okay, je vais mettre ces variables, voir selon le style d'attachement des adultes, comment ces variables se sont comportées. Nous avons travaillé avec 148 participants, recrutés par toute la France, des parents ayant un enfant de 3 ans et demi à 7 ans, sans avoir des comportements autistiques ou omitiques, pour que la question de la communication, de la relation ne soit plus facile. Nous avons utilisé le RSQ, la Depression, Anxiety and Stress Scale, le Preschool Anxiety Scale, l'Emotional Regulation Checklist et les perceptions de comportement d'attachement de la mère, avec l'avis favorable du comité d'éthique de l'Université de Paris où j'étais à l'époque. Donc, du point de vue de l'attachement, j'ai toujours mis ici une comparaison avec des valeurs de la littérature et après parce que j'avais pas de groupe contrôle, et après nos résultats à nous, ce qu'on observe, c'est que dans notre échantillon, que j'ai appelé échantillon Covid, à T2, donc au mois de août, on n'a pas évalué l'attachement immédiatement parce que ça ne faisait pas partie de l'étude internationale. Mais après, je me suis dit, l'attachement, ça ne doit pas trop changer, donc je vais l'introduire au 2e mois d'évaluation. C'est pour ça qu'il apparaît ici au mois d'août et pas à T1, c'est pour ça. Mais c'est vrai que la qualité de l'attachement ne change pas facilement, donc c'est pas grave. Ce que nous avions vu, c'est un taux de sécurité chez ses parents équivalent à la population normative française. Et aussi, quand on catégorise pardon, il ne faut pas que je touche trop. Quand nous avons vu les sous-échelles de l'RSQ, vous voyez, c'est très équivalent les valeurs à une population normative française dans une autre étude que nous avions déjà. Je vous montre ça pour dire, c'est pas une population à risque que nous avons évaluée. Plutôt normative, lambda, c'est ça que on a lancé comme ça, mais c'est ça qu'à la fin sont ceux-là qui ont répondu. Dépression, anxiété et stress parental, comparaison au long du temps. Ici, j'ai les valeurs d'une étude américaine parce qu'avec cette échelle, on n'avait pas des données françaises. Ici, j'ai AT1, donc juillet, août et novembre. Ce qu'on voit, c'est qu'au départ, pour dépression, il a un petit peu moins de taux de dépression dans notre échantillon et une diminution au long du temps. Sans différence, sécure-insécure. Des parents insécures, il n'avait pas de différence du point de vue de la dépression pour cette population normative, pas à risque. Anxiété assez équivalente de l'étude américaine qui diminue au long du temps aussi.
Ça me renvoie à des stratégies d'adaptation aussi que les stratégies d'attachement permettent, à la mesure qu'on se familiarise avec un facteur de stress, et c'est le côté chronicité ici, c'est important. La dépression diminue, mais c'est vrai que ça diminue nettement pour la dépression, mais pour l'anxiété aussi au long du temps, pour cette population de classe moyenne. Le stress, un peu plus bas que la population américaine, mais diminue au long du temps aussi, avec une petite augmentation quand même ici au début à T1, donc au début de l'étude, pour les insécures, mais c'est juste une tendance. Ah non, et avec moins de stress, une tendance pour avoir moins de stress chez les insécures, c'est intéressant, parce que c'est une phase où on était très protégé encore. Et c'est intéressant pour se dire, selon les styles d'attachement, on peut être aussi plus stressé, se dire plus protégé quand on est plus confiné, où il y a plus de mesures de protection. Et quand on ouvre tout, c'est là que leur anxiété monte, parce que ça fait peur d'être plus exposé, peut-être. Ça m'a un peu surpris, mais je l'ai interprété après comme ça. Du point de vue de l'anxiété de l'enfant en fonction du style d'attachement du parent, donc déjà, anxiété généralisée, les enfants présentaient des taux plus élevés au départ que cette étude américaine, mais elle diminue au long du temps aussi. Et après, le style d'attachement des parents, ça n'a pas joué ici pour l'anxiété généralisée des enfants, les valeurs sont assez équivalentes. Par contre, pour l'anxiété de séparation de l'enfant, on voit 2 fois de plus d'anxiété de séparation à T1 dans notre échantillon, et que ça reste assez stable, diminue un peu à la fin quand même, sans différence selon le style d'attachement des parents. Donc tous les enfants pareil. Intéressant du point de vue de la régulation émotionnelle de l'enfant, plus de l'habilité émotionnelle que cette étude, 29, 27, 25 par rapport, voilà. Après ça diminue aussi au long du temps, toujours l'effet adaptation, ça c'est intéressant. Et là oui, on remarque que les parents insécures ont des enfants effectivement avec des taux d'anxiété de séparation plus élevés à T1, même si après ça disparaît et ça devient équivalent des autres parents, c'est les moments plus aigus de stress encore, on voit que les enfants des parents insécures ont plus de l'habilité émotionnelle. Du point de vue de la régulation émotionnelle, ces difficultés de régulation émotionnelle, donc l'échelle est inversée, aussi plus que l'étude normative, et une tendance aussi avec, donc la valeur c'est plus bas parce que c'est plus forte la difficulté de régulation émotionnelle pour les insécures des parents, les enfants des parents insécures aussi. Ok, je vais juste finir ma dernière diapo. Du point de vue de la qualité d'attachement de l'enfant, on était un peu déçus du point de vue de nos résultats. Pourquoi ? Et ça, c'est intéressant par rapport à la méthodologie, parce que nous avons dans cette échelle que nous avons utilisée d'évaluation des comportements d'attachement de l'enfant, une échelle de désirabilité sociale. Et dans notre étude de validation, nous avons à peu près 6-7 points de moyenne dans la sous-échelle de désirabilité sociale, mais nos parents, ils étaient à 7 à T2 et à 9 à T5, donc ils ont beaucoup voulu répondre joli quand même. Donc c'est pas très valide ce qu'on nous montre ici. Il a quand même quelques éléments, mais je vais même pas me détendre. Je voulais voir si les parents sécures avaient des enfants plus sécures et si ça changeait au long du temps. L'attachement ne change pas, même pas pour les enfants au long du temps, et ça c'est important parce que ça confirme que c'est plutôt stable et c'est pas un stress qui devient modéré qui va changer le style d'attachement de l'enfant. Mais comme ils étaient jeunes, je me suis dit peut-être que ça peut changer, ils sont petits encore, mais non. Sinon, il a juste cette donnée ici pour le partage d'affaires. Les parents sécures ont des enfants avec des taux de partage d'affaires un petit peu plus élevés
que les parents sécures, donc c'est pas si un partage d'affect, de positif ou de chagrin ou de pleurs, aussi c'est de plaisir et émotions positives, donc on peut pas décortiquer quel type de partage d'affect il avait. Voilà, j'avais fait un résumé de tout ça à la fin, mais j'ai pas le temps. C'est des idées principales. Merci. Donc oui, on voit que c'est intéressant de voir à la fois ces effets transgénérationnels, mais qui, oui, sont finalement pas complètement déstabilisés par la situation Covid. Dans cette population normative. Voilà. Oui, non, c'est ça. Les facteurs socio-économiques, oui, des anxiétés par rapport à l'emploi, l'argent, ça etc. change, ça doit changer la donne. Mais c'est bien, c'est bien aussi de montrer que pour une bonne partie de la population, les stratégies d'adaptation au stress fonctionnent aussi, et que les effets ne sont pas si négatifs que ça. Elle avait l'anxiété de séparation, la labilité émotionnelle qui était, plus fragile chez les insécures. Mais il avait d'autres variables qui n'ont pas été affectées significativement à long terme. Ouais. Oui, donc ça permet de relativiser un petit peu l'impact. Et mettre en valeur les capacités d'adaptation de l'être humain. Ouais. Ça, c'est très riche et important. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Tu nous as montré à un moment donné quelque chose que tu as dit que c'était un peu paradoxal, mais tu allais trouver une explication. C'est que les sécures, tu as dit, montraient au début en tout cas, plus de stress. Moi je pense que c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que les personnes sécures, elles ont une perception du stress qui est, je dirais, ordinaire. Là où la perception du stress, elle est affaiblie, ce serait plutôt chez les évitants. Chez les sécures, ils ont une bonne perception du stress, je dirais. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils en font. Alors, pour moi, les sécures perçoivent effectivement le stress, mais ils savent le gérer. C'est peut-être une différence avec les insécures qui peut-être soit le perçoivent aussi, soit ne le perçoivent pas, mais ne le gèrent pas peut-être d'une manière optimale, en quelque sorte. Tout à fait. D'autant plus que je n'ai pas distingué encore. Vous avez remarqué, j'ai fait juste sécure, insécure et pas les sous-catégories, pas question de quantité de sujets, etc. Et effectivement, tu as raison, ici on voit que les sécures, ça ne montre pas, que les sécures ont un taux de stress plus élevé au départ que les insécures. C'est juste une tendance, après peut-être avec un peu plus de sujets ça peut disparaître aussi. C'est ici en bas. Et avec ma petite... Ah non, ça ne montre pas la flèche. C'est pas... Bon, c'est pas grave. C'est ici. 9 par rapport à 6. Là. Et là, par rapport au stress. Effectivement, ça qu'on fait, c'est ce que tu dis. C'est la perception du stress, la gravité de la situation. Et le stress, c'est très réactif. Ça se mesure à court terme. Donc ça a du sens de ce point de vue-là aussi. C'est vrai, de la détection du stress par les sécures. Moi, j'avais aussi... J'ai été intéressée par ce que tu disais par rapport au déconfinement, que pour certains, ça pouvait être un peu anxiogène finalement. Et du coup, je faisais un peu le pont avec ce que disait Blaise tout à l'heure sur le versant exploration d'attachement, que être sécure, c'est aussi être sécure dans l'exploration, et que peut-être justement cette réaction au déconfinement, elle peut être révélatrice quelque part de l'attachement et d'une anxiété sous-jacente par rapport au fait de sortir un peu de son petit cocon complètement bien familier. Ouais. C'est dans la même diapo, on voit ici les insécures avec un taux d'anxiété plus élevé à T2 qu'est le mois d'août, où on a enlevé presque toutes les mesures de protection.
en France. Ouais. Et on voit qu'ils sont beaucoup plus anxieux que les sécures. C'est ça, intéressant par rapport à la capacité, au système d'exploration, justement, et aussi à la sensation de manque de protection, peut-être, que l'ouverture, elle a fait. C'est pas... Ici, c'est août, on avait déjà déconfiné avant, mais c'est nettement, à fin juillet, on n'avait presque pas de mesures de distanciation, de protection, etc. à cette période. Et ça, c'est intéressant. Oui. Comme vous disiez au début, qu'il y a des facteurs qui peuvent jouer socio-économiques, le logement, le travail, est-ce que vous avez pu contrôler ça dans votre étude? Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ici préliminaire. Maintenant, c'est une étude internationale aussi. Il faut faire des bases tous les pays ensemble, etc. Et on a tous ces éléments, mais on ne les a pas analysés encore. Oui, tout à fait. Peut-être même parmi cette population d'un risque moyen, il y a des degrés de risque quand même différents. Et si on analyse ça, on peut trouver des nuances dans ces résultats aussi. Tout à fait. Oui. Par rapport aux facteurs aussi de protection, peut-être aussi voir la barrière entre vivre en ville et vivre à la ville. Au niveau de la protection, par exemple, au niveau du développement de pathologie, en fait, ça a un impact. En fait, de la nature ou pas? Complètement. De vivre face à du béton ou face à des arbres, un parc, enfin, il y a des études qui montrent qu'il y a un réel impact sur la santé mentale. Complètement. Nous avons demandé tout ça, mais je n'ai pas analysé encore. Donc ça fait une énorme base de données analysées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties en urgence et c'était un besoin. Dans cette étude, on a fait plutôt le choix de bien construire et analyser tout ça, et ça va être une publication un peu décalée, mais on a beaucoup d'analyses et de variables à faire. On a demandé, ça prenait presque une heure à répondre au questionnaire quand même. Alors on a perdu beaucoup de sujets. Au départ, on avait 180 ou quelque chose comme ça. Et on a fini avec 36. C'est intéressant, le drop-out des études en ligne. Ça, c'est très intéressant aussi. Et on va aussi analyser qui est resté par rapport à ceux qui ont quitté l'étude, pour voir s'il y a une différence par rapport au niveau de risque socio-économique et le niveau de stress ou de pathologie. On va faire ces comparaisons aussi. Parce que c'est sûr que ceux qui sont restés, peut-être ceux qui allaient un peu mieux quand même. Et avec la vie plus stable encore, et avec encore de la tête pour répondre 6 mois après, chaque mois, un questionnaire de presque une heure. C'est probable que ça soit les plus... avec des vies plus organisées qui ont réussi à le faire. Juste parce qu'il faut qu'on prenne la pause, tu as une annonce à faire sur le... Oui. On va terminer avec ça. Voilà, on va terminer. Concernant l'intervention, je voulais juste profiter de l'occasion que vous m'écoutez pour annoncer qu'à partir de l'année prochaine, à partir de septembre prochain, je reprends après le part à la retraite d'Antoine et Nicole Guédenet, je vais prendre la responsabilité du DU attachement pour la suite. Mais comme j'étais nommée à Rouen en ce septembre dernier, on va faire un transfert du DU de l'attachement au département de psychologie de l'Université de Rouen, avec une modalité un peu mixte quand même, sur 3 séances par trimestre, 1 sera présentielle et 2 en distanciel, pour combler un peu l'impact de la distance géographique. N'est pas beaucoup, mais pour des Parisiens qui n'ont pas l'habitude d'aller chercher en dehors de Paris les formations, ça fait quand même un petit quelque chose. Donc juste pour profiter que si vous êtes un public à qui l'attachement peut intéresser, pour faire l'annonce aussi de cette transfert de DU de l'attachement de Bichat à l'Université de Rouen. L'équipe c'est la même, l'équipe pédagogique est exactement la même, les Guédenais continuent à enseigner encore, mais ça sera géographiquement déplacé. Merci. Merci.